si en ce moment, je fais un choix de consommation, c'est que je sais que c'est mon meilleur choix de consommation, qu'il soit écologique ou pas. Puis en étant conscient que si c'est pas le choix optimal, ben peut-être que la prochaine fois, j'ai essayé de faire mieux, de prévoir. Il y a d'autres façons aussi. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Strömspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Mais bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation là, pour venir nous parler d'un sujet qui est hyper important, qui est la déconsommation. Louis-Philippe Pratt, tu es designer et fondateur de la marque À Hauteur d'Homme, mais tu es également auteur d'un livre hyper intéressant que j'ai eu la chance de feuilleter, qui est la méthode Y, penser et vivre la déconsommation. Pour ta part, Florence Léa Siri, tu es une éco-entrepreneur experte du mode de vie zéro gaspillage. Donc, c'est deux invités super intéressants qui, je crois, vont pouvoir nous éclairer sur justement ce sujet. Avant de commencer, j'aimerais vous offrir l'occasion de parler de vous décrire votre mission. Je commencerai par toi, Louis-Philippe. Oui, moi j'ai commencé à Hauteur d'Homme en 2009, donc ça fait 13 ans maintenant. C'est du mobilier écologique, surtout avec le bois. En fait, le bois a été vraiment la composante de départ pour démarrer l'entreprise. Et graduellement, on a diversifié notre offre. Puis c'est beaucoup aujourd'hui des cuisines, du mobilier intégré, du mobilier sur mesure. On est dans des projets aussi comme B-Side Habitat, donc donc des projets d'envergure aussi. Donc, mais on est, je dirais que notre marché principal, c'est le sur-mesure résidentiel. Moi, je suis designer produit à la base. J'ai commencé ma carrière en design automobile, donc c'est vraiment comme vraiment un shift que j'ai fait là, après la maîtrise en Allemagne. Donc, cette réflexion-là sur la consommation qui est propre au design, parce qu'on crée des produits pour qu'ils soient consommés, c'est vraiment ça l'objectif. Et l'objectif, c'est que ça se vende beaucoup. Donc, il y a toujours cet aspect commercial-là qui est présent. Puis, je pense que je remets ça en question. Je trouve ça problématique, mais bon, c'est vraiment un chemin là qui a évolué au fil du temps. Puis donc, c'est parce que là, ça fait 15 ans que j'ai gradué de la maîtrise, donc et que j'ai quitté l'automobile. Mais donc, tu sais, il n'y a rien pour rien. Puis je dirais que c'est ce qui m'amène, c'est ce qui m'a amené à écrire le livre aussi. Puis je continue dans cette réflexion-là. C'est pas terminé non plus là. Mm-hmm. Donc parce que quand j'ai commencé, quand j'ai fait le bac, par exemple, tu sais, on parlait d'environnement un peu, tout ça, mais aujourd'hui, on est complètement dans une autre réalité. Absolument. On n'a pas le choix d'avoir, je pense, un regard critique. Je pense même que ça manque. Je veux dire, dans le livre, je suis assez critique de la profession. J'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de discussion autour de nous, je dirais. Là. C'est comme si... Je trouve ça étrange qu'on passe sous le radar les designers produits, alors que c'est nous qui créons la consommation. Ouais, c'est nous qui créons la surconsommation mondiale. En quelque part, on est vraiment aux premières loges. Là. Ouais. On ne peut pas dire le contraire. Mais personne ne parle de nous. On est comme même admiré, aimé. Puis en tout cas, c'est comme une réflexion une question que je me pose. Pourquoi? Je veux dire, parce qu'on pourrait quand même être ciblé. Là. Ouais, mais c'est non. Vrai. Au même titre que genre le marketing, la publicité, tu sais, vous pensez, vous réfléchissez les objets pour qu'ils soient vendus. Puis les gens veulent acheter nos affaires. Fait que là, je pense que, tu sais, c'est comme difficile de nous en vouloir parce que ils aiment tellement les produits qu'ils consomment. Donc, c'est vraiment étrange quand même. Mm-hmm. Mais on se fait répéter tous les jours que l'environnement, c'est la priorité numéro 1. Mais on nous fait bombarder de publicité pour nous dire qu'il faut consommer davantage, sinon tout va péter. Je veux dire, donc, il y a vraiment comme deux messages contradictoires. Puis, c'est ça, j'ai envie de dire, no wonder qu'on est mêlés aussi, là. Absolument, parce que c'est quand même mélangeant. Puis moi y compris, là.
Donc, la prémisse du livre, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, comment qu'on fait, parce que Seigneur, c'est comme pas facile, là. Ouais, puis on aura l'occasion d'en parler c'est ça. davantage du livre, là, parce que c'est un livre super intéressant, puis je pense que c'est une première aussi, là, de l'aborder de cet angle-là. Pour ta part, Florence Léa, t'as aussi écrit des livres, t'as fait plein de belles choses. Parle-nous un peu, justement, de ce que tu réalises depuis plusieurs années, puis de comment ça a commencé aussi, ces réflexions-là de ton côté. Et ben moi, si je dis c'est une erreur de parcours, là, je dis tout le temps ça à la blague, mais parce que j'étais pas du tout vouée à être dans le monde de l'environnement, parce que ma mère est militante en environnement, puis ça m'intéressait pas du tout. J'étais cette adolescente et enfant en réaction contre sa mère, qui comprenait pas, qui se sentait castrée. Tu sais, rien était pour que je puisse aimer un jour l'environnement. Au contraire, là, je me souviens, ma mère, quand je déménageais en appartement, m'a donné des sacs d'épicerie en tissu, puis j'étais comme, franchement. Puis là, j'allais marcher à l'épicerie, je revenais avec mes sacs de plastique, puis j'étais fière de tous ces emballages, tu sais. Mais ça a évolué, tant mieux. En 20 ans, je me suis quand même réchappée. Mais en fait, moi, c'est que mon père travaillait sur les plateaux de tournage, puis quand j'avais 14 ans, j'étais une adolescente dégourdie, puis j'ai comme déclaré, OK, je suis prête à travailler, puis évidemment, bon, je ne pouvais pas, mais mon père, il dit, viens apprendre à faire de la cuisine sur les plateaux de tournage. J'ai fait ça pendant 17 ans, donc j'ai mis fin à ma carrière il y a bientôt 6 ans. Mais au début, je faisais ça l'été, j'étais assistante cantinière. Puis quand j'ai eu 22 ans, je suis devenue chef. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans. En étant chef, je me suis bâti des cantines. J'avais une équipe aussi de production. Je voulais vraiment limiter le gaspillage alimentaire, mais le terme zéro gaspillage n'existait pas à l'époque. Moi, j'ai fondé mon entreprise en 2012, donc je disais que je faisais du développement durable en sachant pas du tout c'était quoi. Je disais que je voulais éviter les pertes, mais tu sais, je pense que ce besoin-là d'éviter les pertes était vraiment très profond, mais il était pas compris même par moi-même. C'est juste, c'était comme une impulsion. Puis tu sais, je crois que même si j'avais rejeté l'enseignement de ma mère toute ma vie, je me souviens, quand j'avais 14 ans, mon père travaillait sur un plateau de tournage, puis il y avait énormément de figurants. Ça se passait dans une foire. Puis il y avait beaucoup de commanditaires pour être capable de subvenir aux besoins des figurants. Puis il y avait tellement de déchets, puis de surconsommation, puis de nourriture. Puis du haut de mes 14 ans, après 20 heures de travail, des fois, parce que c'était des journées exigeantes, moi, j'avais encore de l'adrénaline. Puis je disais à mon père, est-ce qu'on peut aller voir des itinérants puis leur redonner de la nourriture? Donc, ça m'a toujours très habitée, mais j'étais pas consciente que c'était ça. Puis quand je suis devenue chef, les conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles. Donc, en 99, quand j'ai commencé, on avait 10 $ par personne. Bon, j'étais pas la chef, mais la cantinière avait 10 $ par personne. Les gens payaient leur propre café, leur petite gâterie. Puis quand j'ai mis fin à ma carrière en 2016, personne payait pour rien. Les exigences étaient devenues insurmontable et les conditions de travail avaient dégringolé, mais de façon drastique. Donc, en 17 ans, le prix de la nourriture a augmenté en flèche, mais les conditions, tu sais, on se retrouvait plus, là. Mais moi, j'avais comme un certain orgueil d'être une jeune femme qui aimait ça, même si tout le monde me disait, mon Dieu, quel métier de merde. Je me suis fait dire ça plein de fois, tu sais. Puis, finalement, j'ai juste trouvé ma créativité là-dedans. Puis, mon réflexe a été de pas m'insurger, c'est de prendre cette contrainte-là puis d'en faire quelque chose de beau. Puis, plus je cuisinais avec rien, plus j'avais du succès, donc je me sentais valorisée. Puis c'est comme ça que, en fait, je me suis mis à faire du zéro gaspillage. Mais comme le terme n'existait pas, je disais que je faisais de l'économie familiale. Puis un jour, avec l'avènement du mouvement zéro déchet, pas créé, mais popularisé par B.A. Johnson, le terme zéro gaspillage est arrivé. Donc, je me suis mis à dire que je faisais du zéro gaspillage alimentaire. Mais pour moi, en fait, je fais de l'économie familiale. Donc, je faisais simplement prendre un concept de base que j'ai modernisé avec tout ce qu'on connaît maintenant. Puis, j'apprends aux gens à être créatifs, mais surtout d'être très efficace. Puis en adoptant ce mode de vie-là, tu deviens super économe, mais pas parce que t'es cheap, c'est parce que tu vois pas d'autre façon de gagner du temps, de l'argent puis de l'énergie. Puis pour moi, c'est ça qui me valorise le plus. Donc, je gagne beaucoup sur moi-même en me connaissant, en communiquant avec les gens, puis en prenant soin de la planète, mais en ayant du fun à le faire. Donc, c'est pas du tout dans la restriction, comme le mode de vie zéro déchet le suggérait à l'époque, mais c'est dans la créativité. Donc, tu sais, le terme empowerment, là, donc l'autonomisation est vraiment au cœur de ma démarche, dans le fond. Puis maintenant, je fais de l'éducation populaire. Donc, j'ai quitté le milieu pour pouvoir faire principalement des conférences, mais ça m'a amené à écrire des livres puis à être dans les médias. Mais c'est tellement deux parcours, tu sais, qui sont différents, mais qui, je trouve, les deux, vous faites vraiment preuve de créativité, puis vous changez les perspectives qui étaient comme un peu acquises par votre milieu, tu sais. C'est vraiment comme
repenser chaque milieu. Puis c'est beau de le faire à partir de l'interne aussi. Tu sais, de le faire à partir de... Tu sais, comme tu le fais en étant designer, tu le fais pas en étant quelqu'un qui revendique pour l'environnement. Tu sais. Mais tu revendiques pour l'environnement. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Mais pour en revenir à toi, Louis-Philippe, dans ton livre, ça, tu parles de ton parcours, puis à la base, c'était designer automobile. Puis moi, ce qui m'a frappé dans la lecture, c'est que justement, tu sais, un modèle de voiture était réfléchi comme super longtemps avant d'être mis en marché, puis que finalement, le prochain était déjà dans le pipeline de production, finalement. Fait que ça, là, de créer cette obsolescence programmée comme ça, t'en penses quoi? Puis est-ce que c'est l'élément déclencheur qui a été derrière ta prise de conscience? Oui, quand même. En fait, quand j'étais à la maîtrise en Allemagne, c'est comme une grande école dans le domaine, donc j'accédais à mon rêve en quelque sorte, mais je commençais aussi à regarder ça d'un autre œil. Puis des fois, quand on est dans la machine, c'est comme si, c'est ça, on voit l'envers du décor aussi. Ça reste pas juste un fantasme. C'est comme si là, on a accès à comment ça fonctionne. Puis j'ai comme réalisé que le rôle du designer automobile, c'était vraiment que de dessiner une belle forme qui allait se vendre. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de réflexion. Il n'y avait pas aucune influence que je pouvais avoir au-delà de l'esthétique. C'est ça le boulot qui est à faire. Donc, c'est de faire une forme qui va se vendre. Alors que moi, la réflexion en amont m'intéresse. Donc, la stratégie, le contexte social, la société, les tendances au niveau plus large, je trouve ça super important. Mais comme designer automobile, on n'a pas notre mot à dire. Si on nous demande de faire un SUV, on fait un SUV. Puis, si t'es pas content, ben il y a vraiment une liste une file de gens qui veulent faire ce métier-là. C'est excessivement compétitif et difficile, là, dans le fond, d'y accéder. Fait que, on n'a pas de... C'est ça. Donc, moi, ça devenait problématique. Ma thèse finale de maîtrise, c'était une voiture écologique avec Mazda. Mais tu sais, je voyais bien que dans mes collègues, j'étais comme un mouton noir. Là. Je posais des questions que personne se posait. Puis tout le monde... J'avais l'impression que les gens se disaient, tu sais, enjoy, là. C'est comme, il est où le problème, là? Tu sais, je veux dire, si tu veux travailler chez Mercedes, tu sais, si t'as un job chez Mercedes, vas-y, là. J'étais comme, ouais, mais non, moi, je peux pas... C'est pas vrai que je vais dessiner des voitures pour les gens riches toute ma vie. Tu sais, c'est comme... Je réalise aussi que j'ai un côté... C'est ça, l'élite, je pense, tu sais, a jamais été mon objectif. Tu sais, je veux dire, avec à hauteur d'homme, je pense même le nom de l'entreprise, il y avait ça derrière. Tu sais, l'idée de vouloir être accessible, de vouloir, même si aujourd'hui, je sais qu'on est quand même dans le haut de gamme, mais je trouve que c'est un défi plus intéressant d'essayer de créer quelque chose qui est accessible au commun des mortels que de faire quelque chose qui est seulement pour une élite. Donc, tu sais, c'est comme si cette réflexion-là en automobile, tu sais, a commencé en automobile, mais a découlé sur tout le reste de ma carrière aussi. Et puis, j'ai décidé de quitter, en fait. Donc, après la maîtrise, je voyais que, en fait, ça allait pas être suffisant pour moi de faire ce métier-là. J'allais finir par juste rebrasser la même sauce de ce que j'avais appris, mais j'allais pas pouvoir approfondir toutes ces questions-là, même si c'était une énorme décision pour moi, parce que j'avais comme tout, j'avais vraiment misé là-dessus dans ma vie, j'avais travaillé fort pour me rendre là. Mais je me disais, je vais finir par tourner en rond, en fait. Puis, je suis trop critique, tu sais, je pense de nature, je pense que je suis quelqu'un qui remet les choses en question. Puis c'est ça que je réalise même avec le livre. Je me dis, OK, tu sais, on apprend à se connaître à travers notre parcours, là. Mais je me souviens, au début de la maîtrise, j'avais un professeur de chez Renault qui m'avait dit, toi, tu seras pas bien en automobile, tu resteras pas. Puis je me disais, voyons, c'est comme, comment tu peux dire ça? Puis finalement, il avait raison. Il dit, t'es trop mouton noir. Parce que ça reste que c'est une grosse machine dans laquelle faut accepter les règles, tu sais. Si on veut, comme dans toutes les grandes industries, j'imagine, tu sais, je veux dire, si tu travailles chez Nike puis tu fais des nouveaux souliers, faut que tu acceptes
la machine. Sinon, tu vas juste mettre des bâtons dans les roues à tout le monde. Tu sais, puis au retour de l'Allemagne, j'ai travaillé chez Sidley, qui est une agence de com, de publicité. Puis encore là, tu sais, je voyais bien que j'étais un mouton noir. C'est comme si je voulais pas boire le Kool-Aid, là. Tu sais, je veux dire, j'acceptais pas cette prémisse-là que Adidas, notre client à l'époque, c'est Dieu, entre guillemets. C'est comme, il y avait une espèce d'admiration sans borne pour ces grandes entreprises-là, mais qui font juste, dans le fond, tu sais, ils veulent juste qu'on achète plus de souliers. Puis je veux dire, il y a comme aucune vraie réflexion. Puis moi, je me disais, non, tu sais, je veux dire, c'est juste une entreprise qui fait des souliers, tu sais, au Vietnam, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut qu'on soit plus critique. Je me rendais compte que, tu sais, chez Sidley, puis bon, je veux dire, là, je dis Sidley, mais ça peut être n'importe quelle agence de pub, en fait, là, dont le but est vraiment de vendre. Tu sais, donc, ce client-là, Adidas, moi, je me disais, tu sais, c'est juste une autre grosse compagnie qui va faire ses souliers au Vietnam, là. Donc, tu sais, d'avoir une admiration sans borne, tu sais, pour moi, c'est problématique. Je pense c'est ça. On dirait que je peux pas m'empêcher d'avoir un regard critique sur tout ça. Donc, sur l'admiration démesurée qu'on peut avoir envers des marques aussi. Tu sais, il y a quelque chose de quand même particulier, tu sais. Sans même comme se soucier de l'envers du décor. Est-ce que les choix sont... Tu sais, là, on peut parler de plein d'autres problématiques, mais est-ce que les choix sont éthiques? Est-ce que les travailleurs sont bien rémunérés? Est-ce que l'environnement est pris en compte? Puis on n'a pas cette conscience-là. On n'a pas accès, de toute façon, en tant que consommateur, à ces informations-là, à moins de les chercher. Fait que ce manque de transparence-là nous éblouit un peu. On fait des choix. choix. Voir de l'argent aussi. Tu sais, tous ces gens-là sont tellement prolifiques à cause qu'ils sont très, très riches. Donc, c'est comme si tout le monde veut accéder à ça aussi en s'associant à une marque. C'est ça, tu sais. J'imagine, je sais pas, j'allais dire, c'est peut-être en train de changer, puis je suis même pas certain, là. Tu sais, je veux dire, en même temps... Non, tu penses pas? Tu sais, mettons, les jeunes, là, la génération qui pousse, là, les jeunes vingtaines, là, ils ont des préoccupations que moi, j'avais pas quand j'avais 20 ans. Tu sais. Là, j'ai le double de leur âge maintenant. Puis j'aurais voulu avoir ces préoccupations-là quand j'avais leur âge, mais c'était tellement pas au cœur de ma réalité. Ça l'est devenu avec mes expériences de travail. Mais eux sont confrontés à ça. Puis en plus, les expériences qu'ils vont acquérir, tu penses pas que le milieu automobile va changer grâce à ces jeunes-là? Ou justement quelqu'un qui va vouloir faire de la pub, mais pas nécessairement en vendant que le produit, mais que ça devienne un mode de vie. Tu t'associes pas à la marque pour... la marque te détermine pas, tu sais, dans le sens que tu conduis pas, mettons, une voiture de luxe pour être ce statut social-là, mais au contraire, tu achètes un mode de vie parce que ça répond à tes valeurs. Tu sais, comme... As-tu l'impression que ça peut être renversé? Oui, tu sais, je veux dire, je pense que oui, mais je pense que c'est plus fort que ça. C'est comme, je pense que la tentation est trop grande, puis je pense que les industries vont tout faire en leur pouvoir pour continuer de nous séduire, mais peut-être avec un discours qui est ajusté, tu sais, je veux dire, tu sais... Mais il n'y a pas ici un lien à faire entre, justement, l'identité des gens, la valeur que les gens s'accordent en lien avec leurs biens matériels ou la consommation. Tu sais, on dit que ça évolue, mais en tout cas, moi, je suis entourée un peu de jeunes, là, puis je vois que, tu sais, ils aiment ça avoir des belles choses, puis ils aiment ça flasher leurs choses. Ce sera peut-être pas les mêmes marques que nous, mais ça va être d'autres marques. Mais, tu sais, je pense que quand même la conscience sur la consommation grandit. Je veux dire, ça, je pense que, il faut... C'est ça, il y a quand même une évolution, là-dessus. Je pense c'est une prise de conscience, puis je pense que le livre, c'est dans cet esprit-là aussi. Je me disais, si les gens peuvent devenir un peu plus conscients de la mécanique, de la consommation, parce que moi, je suis là-dedans tous les jours, mais la plupart des gens, ils font leur vie, puis, je veux dire, ils n'ont pas non plus l'accès. Mais quand même, ça reste qu'on est dans un monde capitaliste. Je veux dire, puis les tentations sont nombreuses, sont quotidiennes. Puis c'est ce que je voulais aussi explorer dans le livre, c'est que toute la notion d'identification, justement, j'ai l'impression que c'est un peu
à la base de tout ça. Mais c'est super intéressant, au moins juste d'en prendre conscience, même si on peut pas tout défaire ça, tu sais. Moi, je sais que, par exemple, je viens du design automobile, j'aime les voitures, malheureusement. Je veux dire, c'était une passion. Je peux pas me départir de ça complètement, même si je suis ultra critique de l'industrie automobile, puis je pense que c'est le cancer de la planète. Est-ce que je serais bien de conduire une vieille voiture tout croche ou, tu sais, je sais pas. Je sais pas si je suis rendu là. Tu sais, encore, tu sais, que de me désidentifier complètement de ce produit-là, c'est vraiment difficile pour moi. Donc, puis c'est aussi ça que j'aborde dans le livre où parce que je suis très sensible à l'esthétique quand même. Je suis allé dans ce milieu-là parce que ça m'intéresse, parce que je trouve ça stimulant, je trouve ça fascinant. Donc, de me dissocier de ça, c'est difficile, même si je sais que c'est problématique. Mais justement, je pense que c'est ça qui rend ça intéressant aussi, d'oser aborder ça, même si, tu sais, il y a quelque chose de contradictoire dans le métier que je fais. Mais bon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on n'arrête pas on va pas arrêter de consommer demain matin. On le sait, là. Donc, tu sais, on est quand même dans un système, mais progressivement, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Parce que je regarde en 2009, quand j'ai parti de l'entreprise, l'aspect environnemental, c'était cute au mieux, là, tu sais, dans la perception des gens. Mais ça n'allait pas plus que ça. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est intégré par tout le monde. C'est une évidence pour, je dirais, tous nos clients ou presque. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir pour ça. Donc, ça fait juste 13 ans. Donc, tu sais, je me dis quand même, il y a quand même une évolution. Puis, est-ce que, de ton côté, tu l'observes aussi, Florence Léa, que les gens sont plus conscients parce que dans vos deux cas, vous avez commencé il y a quand même quelques années votre démarche. Fait que vous avez aussi été à proximité avec le consommateur de manière différente. Mais toi aussi, est-ce que tu remarques que ces gens-là évoluent puis ont plus dans leur tête là, l'intérêt pour l'environnement puis le désir de s'améliorer en consommant moins peut-être ou juste en consommant mieux? Mais ouais, c'est bizarre ce que je veux dire, mais tu sais, il y a certaines personnes qui font du zéro déchet ou de la décroissance qui sont dans le même piège de la performance. Puis ça, je trouve qu'on l'aborde jamais. Hier, j'écoutais un documentaire, puis il y avait une intervenante qui disait qu'en ce moment, il y a 2 vagues. Qu'il y a la vague de, justement, l'écologisme, puis la transition plus verte, et il y a l'autre vague de surconsommateurs. Mais moi, la radicalité des 2 bords, je trouve que c'est le même problème. Moi, j'ai envie qu'on se retrouve, puis qu'on arrête de se juger, puis de mettre tout en opposition. Moi, ça, là, je suis plus capable que si t'as pas une voiture électrique, ben, t'es une mauvaise personne. Si t'as pas un bidet, t'es une mauvaise personne. Je suis plus capable. Est-ce que le papier de toilette peut être complémentaire au bidet? Peut-être que oui, mais comment? Tu sais, c'est drôle mon exemple, excusez-moi. C'est ce que je viens d'avoir une discussion là-dessus, vu que c'était comme frais dans mes mémoires, là. Mais dans le sens que tout peut être complémentaire. Si on met tout en opposition, ça va juste faire 2 canaux qui s'entendront jamais. Tandis que si les gens ils se mettent à ouvrir un dialogue, ça va faire toute la différence. Puis on n'a pas tous la même réalité. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui habitent en banlieue, ils ont 4 enfants, il y en a qui habitent au centre-ville seuls, il y en a... Tu sais, je veux dire, il y a vraiment... On peut pas tous se comparer. Puis je pense que ça nous mène aussi dans un esprit de comparaison, de jugement, justement, qui est pas productif. Non, puis là, c'est qui est supérieur à l'autre? Ouais. Moi, j'en ai marre de ces gens dont bonnes qui prennent soin de l'environnement, puis eux qui ont compris, puis qu'on devrait donc s'inspirer d'eux. Moi, je suis pas capable. Ouais. À la limite, je me méfie de ces gens-là parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ça. Puis ça reste que c'est un sacré gros privilège parce que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de consommer vert. Tout le monde n'a pas... Donc, quand tu comprends tout ça, je pense que tu es vraiment plus... à l'écoute des gens. Tu sais, moi, je pense que c'est possible d'avoir une voix, une portée, d'écrire un livre, puis de parler. Tu sais, moi, je fais des conférences, mais je préfère faire des conférences que, mettons, des interventions à la télévision, parce que même si je parle pendant 1 heure, il y a une écoute pareille. Tu sais, fait que
pour moi, est-ce que je vois un changement? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient. Tout le monde est conscient de sa consommation. Mais l'important, en fait, c'est que quand on aborde ce sujet-là, il n'y ait pas personne de supérieur puis que personne soit en opposition. C'est de dire, « Hey, je comprends que toi, t'adores les voitures. Moi, tu sais quoi? Ça me fait absolument rien. » Oui, c'est puis ça. moi, tu sais, on me pose toujours la question, « Hey, t'es en environnement, tu dois avoir une voiture électrique. » Puis je suis comme, non. Puis là, les gens, ils sautent. Ah, comment ça? Mais c'est parce que je vais avoir la même vieille voiture que j'utilisais quand j'étais cantinière. Hey, Magané, je l'appelle mon petit zèbre. Parce que quand je la pète, là, l'hiver, là, je n'en prends même pas soin. Tu sais, dans le sens que ça fait 10 ans que j'ai le même char, mais il roule encore. Fait que tant que j'aurai pas besoin d'une nouvelle voiture, je m'en achèterai pas une. Un nouveau bien de consommation, que ce soit une cuisine, une voiture, un chandail, un verre, ben c'est un potentiel déchet, tu sais. Fait que de tout mettre t'es rendu plus loin que moi. Non, mais attends, là, je te donne cet exemple-là parce que tu viens d'en parler, mais moi, je peux te raconter d'autres choses que je sais, puis tu vas faire comme, ah, tu vois ça, moi, je suis capable de m'en passer. Puis c'est important que tout le monde ait le droit d'avoir, c'est pas ses oppositions, mais comment t'appelais ça tantôt, ces contradictions-là, tu sais, parce que c'est comme ça qu'on peut réfléchir puis évoluer. Moi, je pense que c'est comme ça. Fait que oui, les gens sont plus conscients, oui, les gens veulent faire, mais si on n'arrête pas de leur dire que si tu fais pas ça, t'es mauvais, il n'y aura pas de changement. Fait que c'est de montrer qu'il y a plusieurs façons de faire. Puis plus tu vas te questionner, plus tu vas faire comme « Hey, c'est drôle, ça, là. Maintenant que je fais ce geste-là, ça me dérange, mais il y a 3 mois, ça me dérangeait pas. » Fait que tu vas avoir de l'espace pour évoluer. Ouais, ben j'aime ça parce que quand tu disais ça, je me disais, tu sais, à quelque part, ces réflexions-là, ça devrait être graduel pour vraiment les intégrer. Tu sais, on peut pas se dire, ben suite à l'écoute de cet épisode de balado, ah ben moi, Colin, je vais tout donner mes affaires, puis tu sais, on peut pas partir comme ça parce que ça sera pas, comment dire, durable. Ouais, j'allais dire en anglais, mais durable. Fait que je pense que c'est de dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour soit dans ma vie à moi, réduire ou mieux consommer. Puis demain, je pourrais peut-être faire quelque chose de plus, mais... Puis je pense, un peu comme tu disais tantôt, de le relier avec du plaisir. Ben faut qu'il y ait quelque chose de positif, parce que si c'est juste de se restreindre, tu sais, je veux dire... Ça va pas durer. On va le faire une semaine, puis après ça, on va être écœuré, puis on va trouver ça plate. Parce que la vie, c'est pas juste rationnel. On a aussi une perte d'emploi, une rupture amoureuse, un parent qui décède. Je veux dire, il y a plein de défis où là, à un moment donné, réduire la consommation, c'est comme non, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas, c'est le dernier de mes soucis. Tu sais, donc, c'est émotif aussi, la consommation. Je veux dire, c'est pas que rationnel. Mais c'est de le faire au moment présent. Tu sais, dans le sens que tantôt, tu disais, c'est de faire toujours mieux, mais ça se peut que moi, dans 3 jours, pour une raison X que je sais pas encore, j'ai besoin de faire un bien de consommation qui va être un potentiel déchet, mais si je le fais pas là, ben ça va avoir un impact. Fait que je vais faire cette décision-là, mais je vais être consciente que c'est la meilleure décision en ce moment. J'aurais voulu faire autrement, mais ce n'est pas possible en ce moment. Ça veut pas dire que je vais toujours faire ça pour le reste de mes jours. Tu sais, dans le sens que c'est la nuance de dire que si en ce moment je fais un choix de consommation, c'est que je sais que c'est mon meilleur choix de consommation, qu'il soit écologique ou pas. Puis en étant conscient que si c'est pas le choix optimal, ben peut-être que la prochaine fois, j'ai essayé de faire mieux, de prévoir. Tu sais, il y a d'autres façons aussi de consommer. Tu sais, la décroissance, je pense que ça peut être aussi de regarder ce que tu possèdes avant de faire un achat, de voir si tu peux pas lâcher de seconde main. Mais des fois, la spontanéité de la vraie vie t'empêche d'avoir toutes ces réflexions-là en amont. C'est correct, tu sais. Vraiment. Puis dans ce qu'on dit, tu sais, je trouve qu'on donne énormément de responsabilité aux consommateurs, mais tu sais, les entreprises, les gouvernements, tu sais, eux aussi, me semble, il y aurait leur part de responsabilité pour nous aider, tu sais, à faire des choix plus éclairés ou pas nous forcer, mais nous orienter vers des choix. Moi, je l'entends vraiment quotidiennement, ça. Puis, encore une fois, j'ai une nuance à apporter. Parce que, tu sais, ces entreprises-là, même les gouvernements, leur but, c'est d'être comme rentable et prolifique. OK, on s'entend. Mais toute leur vie, toute leur carrière, ça a été de faire de l'argent, être tu sais, au top du succès et tout. Fait que ça n'a jamais été leur préoccupation. Puis là, nous autres, maintenant, on les juge, on les pointe du doigt. Mais nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Fait que moi, j'ai envie de dire, tu sais, quand on dit chaque petit geste compte, j'y crois pour vrai parce que moi, je sais même pas ce que j'exige à mon gouvernement, tu sais, dans le sens que je veux qu'il soit ci, ça, mais si, mettons, au niveau en matière de voiture, moi, c'est pas tu sais, ma préoccupation. Fait que
oui, je voudrais qu'ils fassent des changements, mais je sais pas lesquels demander. Tu es probablement en meilleure position que moi pour exiger ça parce que tu t'y connais mieux. Ouais. Fait que donc, moi, je peux te dire, il n'y a pas assez de bornes. Il n'y en a pas assez. Je vous le dis, là, il n'y en a pas assez. Mais tu sais, tantôt, je mettais du lave-glace dans ma voiture, puis je pensais justement à ça. J'ai dit, comment ça? Il n'y a pas une loi qui oblige du lave-glace en vrac, tu sais. Oui. Mais ou un lave-glace peut-être plus écologique, parce que je suis comme pas sûre que c'est super écologique comme liquide. J'en prendrais pas une gorgée. Mais... Non. Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi, ça, c'est pas mon département. C'est pas... Je vais exiger quelque chose que je comprends pas. Fait que c'est pour ça que chaque petit geste compte, parce que si on a une discussion pertinente, puis là, que tu m'allumes à quelque chose, hey, peut-être que là, je m'attendais pas à ça, mais que dans 2 jours, je vais passer 5 heures à faire de la recherche puis la lecture pour m'éduquer puis m'informer. Puis là, le sachant, je vais faire des changements après ça dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis moi, c'est ça que je trouve qui est important, c'est qu'on se donne l'espace que à chaque jour, on évolue. Des fois, on recule un petit peu, des fois, on avance, mais au moins, on a une réflexion qui est ouverte. Puis comme ça, plus on va se transformer, plus on va savoir dire, hey, telle entreprise, je refuse de t'encourager dorénavant parce que ça ne répond pas à mes valeurs. Il y a 6 mois, je savais pas que j'avais ces valeurs-là, mais maintenant, je le sais. Donc, c'est terminé. Tu sais, tu comprends-tu? Fait que je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est, encore une fois, le gouvernement ou les grandes entreprises contre les consommateurs. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Puis eux autres, ben, tu sais, oui, ils vont vouloir s'acheter tu sais, des points verts, puis une belle conscience, puis tout. Mais à un moment donné, ils s'y lancent, fait que les consommateurs puis les citoyens, ils savent mieux ce qu'ils veulent. Hey, là, ils pourront plus nous faire du greenwashing comme ils nous font en ce moment. Ils pourront plus nous le rentrer dans la bouche, là, parce qu'on va être mieux éduqués. Fait que, tu sais, on va se retrouver. Fait que je pense que je comprends tout à fait cette façon-là de dire, mais pourquoi eux, puis c'est comme c'est à nous autres, puis c'est pas eux autres de le faire. Mais si nous, on prend pas notre pouvoir d'agir, puis notre pouvoir de citoyen, c'est les deux, là. Ben, tu sais, on saura jamais comment les influencer. Puis parce que, tu sais, on se rend pas compte à quel point on peut les tenir aussi en disant, hey, moi, si je décide d'arrêter d'acheter tel produit, va falloir que tu te revires de bord. Ben oui, mais ça. On le fait pas parce qu'on le sait pas. Fait que je pense que cette réflexion-là est à avoir. Mais je trouve aussi que y aurait beaucoup plus à faire quand même au niveau gouvernemental. Tu sais, je me dis, c'est sûr, on rêve un peu, mais je me dis, tu sais, pourquoi le Québec voudrait pas, par exemple, devenir le premier pays zéro déchet au monde? Tu sais, ça pourrait être vraiment un bel objectif aussi de société, parce que c'est comme accepter qu'on enterre nos déchets dans un site d'enfouissement, puis que le recyclage finit au dépotoir finalement. Je veux dire, je trouve ça tellement grave, tellement inacceptable qu'il n'y a pas de leadership là-dessus, sur le plan politique, qu'on envoie même nos déchets dans les pays pauvres. Tu sais, ça, je trouve, moi, c'est le comble de la honte, là. Tu sais, imagine ces gens-là qui reçoivent nos containers avec nos vieilles affaires, puis là, il y avait un documentaire à Enquête à Radio-Canada là-dessus il y a quelques mois. Tu sais, c'est horrible. Toute ma famille puis moi, on l'a écouté, là, puis on genre, a ça devrait être criminel. Non, mais pour moi, tu sais, il y a un aspect criminel là-dedans, puis tu sais, je trouve que c'est ça, je veux dire, il y a énormément à faire sur le plan du recyclage. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on développe des filières là-dedans à l'université, même au cégep, qu'on puisse étudier en recyclage. Tu sais, il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent être faites. Mais la génération actuelle au pouvoir, là, ils sont tellement dépassés là, que même si on met de la pression sur eux, ils savent pas comment. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Là, je sais pas si j'ai le droit de le dire publiquement, mais dernièrement, il y avait une campagne électorale. Puis j'ai eu entre les mains un plan pour faire éventuellement un projet de loi pour réduire le gaspillage, entre autres. Puis je l'ai lu, tu sais, par curiosité. Puis l'idée, moi, je suis all-in pour ça, on s'entend. Mais même si c'était un projet qui était vraiment très noble, il y avait quand même des petits points qui faisaient que ça serait pas nécessairement réalisable. Tu comprends-tu? Puis c'était quand même une branche qui était très pro pour ça, qui était prête à défendre, à s'investir là-dedans dans le gouvernement. Mais ça pour dire, parce que là, j'essaie de pas trop en dire, fait que j'étais assez floue, là, mais ça pour dire que j'ai lu un document avec un beau projet de société, OK? Mais je comprenais que les gens qui l'avaient rédigé avaient toute la bonne volonté du monde, voulaient vraiment que ça se passe. Puis, il faisait des comparatifs avec d'autres pays qui sont plus avancés que nous. Donc, tu sais, ils avaient vraiment fait leur recherche.
Mais en tant que personne qui travaille là-dedans, qui discute avec des gens, avec des entreprises, puis tout ça, je voyais qu'il y avait plein de lacunes, puis que si ça passait de telle façon, ça serait juste pas réalisable. Ça ferait juste encore plus polariser les gens. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que même ceux qui sont au pouvoir en ce moment, malheureusement, sont comme tellement limités. S'ils vont pas chercher à l'externe des expertises pour être capable que ça rende réalisable, s'ils font juste mettre ça sur papier, ça revient au rationnel que tu disais. C'est comme, ah wow, beau projet de société, mais finalement, dans l'exécutif, ça marchera pas parce qu'il manque plein de données qui vont faire que ça va se tenir, tu sais, ne serait-ce que par l'éducation puis la formation. Parce que si, mettons, les gouvernements font des lois, là, ils disent, OK, vous devez changer ça, mais les gens ne sont pas encadrés, ils sauront pas quoi faire. Fait que ça va être le free for all. Puis on va aller dans toutes des directions, puis on va peut-être créer d'autres problèmes. Fait que moi, je crois beaucoup aux générations futures pour ça. Tu sais, dans le sens que ceux, justement, qui vont aller étudier, ils vont réfléchir à ça à l'université, mais c'est peut-être la prochaine génération qui va être au pouvoir, puis qui vont être capables de comprendre ces subtilités-là en ce moment qui manquent. Parce que, tu sais, je suis vraiment dans ton équipe, puis je pense exactement comme toi, mais je pense qu'en ce moment, les gens qui sont au pouvoir ont peut-être un petit peu trop envie d'être comme le messie du pouvoir encore. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens qu'ils sont peut-être plus attirés au pouvoir, par le pouvoir, en fait, que par comme l'impact social qu'ils peuvent avoir. C'est ma lecture personnelle. Pas tout le monde, là. Tu sais, je vais pas faire une généralité, mais j'ai remarqué que... Puis ça m'a comme un peu désolée de lire ce document-là avec un beau projet potentiel de société, puis de faire comme, ah, j'aurais tellement voulu faire comme, bravo, c'est parfait, puis de faire comme, hey, tu sais quoi? Il manque des affaires pour que ça soit réaliste, ça marchera jamais, même si c'est beau sur papier, tu sais. Mais eux, ils n'étaient pas intéressés à faire des ajustements, justement? Ben oui, mais tu sais, je veux dire, en campagne électorale, je pense que les enjeux sont différents, là, on s'entend, là. Fait que ça veut pas dire que ça fonctionnera pas, tu sais. Puis moi, c'était vraiment... je l'ai lu avec un regard de citoyenne aussi et avec mon expertise, mais c'est juste que... Ce que je veux dire, c'est que des fois, tu mets sur papier quelque chose parce que tu as la volonté de le faire, mais malheureusement, c'est comme s'il y a des petits trous dans le casse-tête qui fait que la surface sera pas lisse, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est un point de départ. Tu sais, vaut mieux peut-être quelque chose d'imparfait, mais qui est déjà, tu sais, un début de changement que d'espérer, un peu au même titre que sur le plan individuel, que, tu sais, à un moment donné, on essaie de faire des changements, c'est peut-être pas parfait, mais au moins, on commence. Oui, on est dans l'action, on avance. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque de leadership au niveau gouvernemental, puis que ça a un rôle à jouer dans notre motivation aussi individuelle. Si c'est comme un enfant avec son parent, si le parent, je veux dire, c'est un modèle aussi. Puis si le modèle nous envoie un certain message, ben, je veux dire, ça finit par avoir une incidence sur les mentalités. Ah ben moi, je suis l'exemple première, dans le sens que j'ai refusé l'éducation de ma mère toute ma vie, puis finalement, je fais la même chose qu'elle, mais avec une autre couleur, dans le fond. Mais tu sais, ce que je voulais dire par rapport à l'exemple que je te donnais, parce que j'essaie de rester vague non plus pour pas divulguer quoi que ce soit, mais dans le sens que la façon que c'était écrit, même si c'était très beau sur papier, ça aurait créé d'autres problèmes. C'est ça, puis d'autres problèmes qui auraient peut-être eu des impacts encore plus grands que tu peux pas voir venir. Fait que c'est ça, je veux dire. Comme une méconnaissance. Mais c'est ça, c'est de dire rationnellement, je comprends que c'est ce que je dois faire, mais si tu vas pas faire tout le boulonnage, puis serrer toute chaque vis comme du monde, à un moment donné, j'essaie de faire des parallèles pour que avec ton métier, là, mais genre ta chaise elle va lâcher, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le voyais dans le fond, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que la génération qui est en train de réfléchir à ça à l'université, qui se fait challenger, et là, je pense que c'est eux autres, tu sais, qui... Puis probablement que eux, tu sais, ils accepteront pas de la bullshit. Ben, c'est mais ça. encore là, tu sais, je veux dire, il y a une partie de moi qui en doute parce que, tu sais, je veux dire, les jeunes, ils consomment peut-être pas autant d'automobiles, mais, tu sais, ils s'identifient beaucoup à leur téléphone. Puis, donc, c'est comme si l'identification, je pense, se déplace aussi, tu sais. Mais bon, à suivre, là, tu sais, c'est sûr qu'eux sont dans complètement un autre schème, là, tu sais, je veux dire,
le voyage peut être culpabilisant, alors que moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait rien de culpabilisant de prendre non, l'avion. Non, c'est ça, tout le monde était genre, wow, c'est ça, beau, t'es juste chanceux va de vivre voyager. ta vie. Ouais, là, non, c'est un petit peu plus complexe. Ouais. Là. Mais c'est ça. Lourd, D'ailleurs, Florence Léa s'adresse beaucoup, mais tu t'adresses beaucoup aux jeunes. Puis est-ce que tu le fais pour cette raison-là? Parce que c'est là que l'espoir est, d'une certaine façon, comme... En fait, moi, je m'adressais principalement aux adultes avant, mais en 2018, j'ai gagné une insigne Mammouth, qui est un gala que Télé-Québec fait. Moi, j'écoute à chaque année. Ah je trouve ça vraiment mais c'est vraiment inspirant, mais certain. Je trouve ça fou, là. Ben, moi, j'en revenais pas qu'il m'ait sélectionné, là, tu sais, puis à ma grande surprise, j'en parle, j'ai des frissons encore. Ça fait chaud quand même. Ben ouais, mais tu sais, j'en revenais pas de gagner, tu sais, je veux dire, quand je voyais la brochette de personnes, on était, je pense, 20 à l'époque en nomination, puis on était 5 récipiendaires, puis tu sais, je veux dire, en plus, j'étais la première à gagner dans le gala de la soirée, puis j'étais juste comme, what? Ouais, c'est ça, j'en revenais pas, tu sais. Mais ce qui est arrivé, moi, c'est que après ce moment-là, donc décembre 2018, toute 2019, je recevais à chaque semaine des appels ou des courriels de jeunes entre, mettons, 7 puis 22 ans. Tu sais, vraiment entre début du primaire puis fin du secondaire et de l'université, là, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, des fois, ils faisaient des travaux sur le zéro déchet, sur le zéro gaspillage, sur moi parce qu'il fallait qu'ils prennent une personnalité puis m'avaient vu à la télé. Tu sais, peu importe, là. Mais moi, ce qui m'a troublée complètement, puis pourquoi j'ai décidé de m'adresser à eux, c'est qu'à la fin de chacune de ces discussions-là de jeunes de tous les âges, de toutes les régions du Québec, il y avait la même question finale. Et c'était, est-ce qu'on a de l'avenir? Est-ce que c'est foutu pour nous? Et puis ça m'a tellement traumatisée. Là, je commence à en parler avec un petit peu moins de frissons dans le visage. Mais écoute, j'ai pleuré pendant 1 an. C'est vrai que j'ai fait de l'éco-anxiété. Je me suis dit, moi, je voulais des enfants avant. J'étais comme, je ferai plus jamais d'enfants. Je vais être la tata préférée de tout le monde. Vous pouvez tous faire des enfants, je vous juge pas, mais moi, je serai pas capable. Tu sais, dans le sens que ça m'a complètement transformée. Puis j'ai décidé d'écrire un livre jeunesse pour ça. J'ai appelé mon éditeur, puis j'étais comme, là, il y a un besoin criant. Puis c'est un livre pour les 8 à 12 ans, pour qu'ils aient une lecture autonome. Je travaille avec une vulgarisatrice scientifique pour être capable de bien être capable de cibler des vrais exemples, de pas moi-même me faire prendre. Là, parce que c'est difficile, tu sais, dans tout ce monde-là, de trouver l'information juste. Puis, je me suis dit, je vais le faire pour eux, mais pour les plus jeunes, ça pourrait devenir aussi un livre familial parce que c'est un livre activité, dans le fond, qui stimule les réflexes créatifs. Donc, d'apprendre à regarder un objet qui te paraît être un déchet puis offrir une seconde vie. Puis comme ça, si c'est un parent, un enfant de 5 ans qui revient de l'école un jour puis qui est en pleurant parce que soudainement, il a entendu une nouvelle à la télé. Tu sais, moi, il y a tellement de parents qui me disent « Moi, mon enfant est pas anxieux », puis 2 semaines après, qui me racontent que ça a popé de même. T'es dans l'auto, s'il m'a pleuré, puis le parent était comme, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben là, la planète, non. Fait que là, même si l'enfant est plus jeune, le parent qui a peut-être pas les outils va pouvoir prendre ce livre-là, puis le faire en activité familiale, dans le fond. Puis on aborde toutes les thématiques, puis chaque double page est une réponse à une problématique et à la solution, dans le fond, en étant beaucoup dans le jeu, dans l'activité, puis tout ça. Donc, pourquoi je me suis décidée de m'adresser à eux, c'est ça, à cet événement-là, qui m'a complètement surpris. Moi, je savais pas que les gens me connaissaient, tu sais, dans le sens, je me suis fait offrir un prix avec un vote. Je me doute qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont voté, mais quand même. Donc, ça m'a mis une visibilité. Puis là, ça a amené à beaucoup de discussions, de préoccupations. Puis moi, j'étais pas prête. Moi, j'avais pas toutes les réponses. Donc, tu sais, ça a été très thérapeutique. Puis maintenant, à chaque fois que je vais dans une école, c'est comme je me payais une session chez une psy, là, tu sais, dans le sens que je leur parle, puis j'essaie de leur expliquer la problématique, mais de toujours être dans la solution. Puis, tu sais, des fois, je parle à voix après une journée de 4 conférences dans une école parce que, tu sais, les jeunes sont « Wow! Wow! » Puis là, ils sont emballés par comme la problématique. Tu sais, au début, je leur présente l'océan de plastique, puis je leur demande comment ils se sentent. Ils ont toutes les larmes aux yeux, puis ils lèvent sa main. Je me sens pas bien, j'ai honte, puis tout. Tu sais, puis c'est des grosses émotions pour un enfant, là. Mais finalement, après ça, on parle des solutions, puis qu'est-ce que tu peux faire, puis dans la nuance. Je leur apprends beaucoup de vocabulaire aussi. Puis des fois, je dis qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Puis là, ils savent pas. Je dis, tu sais, t'as pas honte à pas connaître la réponse. C'est un mot que tu vas apprendre aujourd'hui pour le reste de tes jours. Fait que là, tu sais, on a beaucoup de discussions puis d'échanges. Puis là, maintenant, je pense que
c'est ça, j'ai besoin de cette partie-là pour savoir que je sème peut-être un petit peu d'espoir. Puis je leur dis, moi, quand j'avais ton âge, je détestais prendre soin de la planète. J'ai fait faire une illustration de ma mère qui est comme une espèce de grande guerrière avec un bouclier en terre puis un bâton de bois dans les mains, tu sais. Puis ça, c'est ma mère. Puis moi, là, tout ce qu'elle me disait, je voulais rien savoir, tu sais. Puis je dis, mais quand j'avais ton âge, ça m'intéressait pas. Mais maintenant, j'aurais voulu savoir à ton âge parce que je serais peut-être devenue un génie de l'environnement. Fait que, tu sais, je suis beaucoup dans leur... vendre de l'espoir, dans le fond, en leur montrant. Mais merci de faire ça. Non, mais je te dis, je le fais pour moi. c'est ma petite thérapie. Non, mais comme, tu sais, tu le fais pour toi, mais genre, wow, les impacts que ça va avoir. Puis, tu sais, là, on approche de la fin, mais en terminant, j'ai envie de vous poser à vous deux la question, est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on va s'en sortir selon vos perspectives? Puis ça n'a pas besoin d'être basé sur la science, là. Juste comme vous, de par ce que vous voyez, qu'est-ce que vous auriez à conclure ça? Ben, moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que si c'est non, ouf, bonne chance, bonne journée tout le monde. Ouais, je pense que oui, je pense qu'il y a un aspect créatif là-dedans qu'il faut saisir aussi. Puis, ce qui m'est venu en tête, c'est que j'ai vu une conférence dernièrement de Nicolas Lapierre, un architecte, c'est un des cofondateurs du bureau Labrie, qui citait un penseur, mais je me souviens pas de son nom malheureusement, mais qui disait, tu sais, il faut prendre un peu de recul aussi sur notre peut-être éco-anxiété, dans le sens où, tu sais, l'humanité, si on se recule, là, je veux dire, ça fait comme... ça fait pas longtemps là, qu'on est dans cette consommation-là. C'est normal qu'on n'ait pas trouvé toutes les solutions. Là. Ça fait 100 ans là, qu'on est admettons, dans une ère industrielle plus intensive. Je veux dire, donc, juste de prendre conscience quand même que, ça fait pas 1000 ans, là. Donc, on est en train quand même de s'ajuster. C'est un gros bateau. La prise de conscience grandit. C'est positif. Puis c'est sûr qu'il y a... Il y a nous qui prenons conscience, mais il y a du monde qui vraiment qui en ont rien à foutre. Donc, mais tout ça, je pense avec le temps, je suis quand même confiant, moi, qu'on va trouver des solutions, puis notre prise de conscience va grandir. Je pense que ça part beaucoup de là. Quand on n'est même pas conscient qu'on surconsomme, on est comme dans le noir, là, tu sais. Mais déjà, quand on prend conscience que, OK, je suis encore en train d'acheter telle affaire, puis comment ça, puis, tu sais, c'est vraiment un peu comme nos pensées, tu sais. On peut être vraiment identifié avec nos pensées puis être dans un refrain mental non-stop, mais quand on prend déjà une distance avec nos pensées, d'être observateur, c'est un peu le même principe, j'ai l'impression, tu sais. C'est l'autodiagnostic. Ouais, puis c'est ça, de se voir aller, plutôt que d'être juste dans l'action. Je pense que c'est comme la première étape pour le changement, c'est la prise de conscience. Ouais, parce que sinon, on est juste inconscient. Ouais. On achète, puis je suis pas bien, j'achète. Je veux dire, ça comble toutes sortes de choses. Oui, puis il faut aussi... Moi je me compte parmi ces gens-là, les gens qui sont conscients, mais aussi qui se mettent dans l'inconscient, comme... Parce qu'on est un peu... tu sais, moi, j'ai commencé à en faire de l'éco-anxiété, puis des fois, c'est comme si je coupe cette partie-là dans ma tête, puis je me dis, puis garde, advienne que pas. Mais tu sais, non, genre, faut que je revienne à cette conscience-là, puis qu'est-ce que moi, je peux faire quotidiennement pour avancer, puis la discussion avec vous, ça me parle, parce que qu'est-ce que je peux faire, ça peut avoir un impact, tu sais, puis il y a de l'espoir, puis c'est le fun de vous l'entendre dire. Puis toi, Florence, tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a de l'espoir? J'aimerais ça comme toi. J'aimerais ça te dire oui, mais je le sais pas. Ouais. Tu sais, il y a une partie de moi qui se dit... hey, j'espère que quand je rentre dans une école ou que je fais un dîner lunch and learn ou que je vais dans un village puis que je m'adresse aux gens à la bibliothèque, que je suis pas en train de décrinquer pour rien. T'sais, j'ai toujours quand même cette préoccupation-là de dire j'y crois pour vrai parce que moi, c'est mon mode de vie pour vrai. Je l'utilise pas pour faire de l'argent. Tant mieux, je gagne ma vie, mais je ne vends rien sauf que je fais de l'éducation populaire. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est... Je m'attache à ça, mais je le sais pas. Tu sais, j'aimerais ça te dire oui, absolument, puis tout, mais j'ai espoir. Je crois beaucoup en la créativité des gens, puis je le vois que tout le monde se transforme au quotidien. Puis moi, ça revient à ce que je disais tantôt, je vais pas être redondante, mais tant qu'on va être dans l'opposition les uns des autres, il y aura pas d'écoute, puis il y aura pas de dialogue. Moi, je préfère
comme discuter de la nuance, puis de me laisser la place à évoluer, puis de voir que même la personne que je ne soupçonne pas qui pourrait changer est capable de changer. Puis peut-être pas de la façon que moi je l'aurais faite, mais quand même d'évoluer. Ouais. Je crois que oui. Après ça, ce qui va être trop tard, je le sais pas. Fait que je suis super optimiste. Je gagne ma vie en vendant de l'optimisme, tu comprends-tu? Ouais. Mais ultimement, ça reste que je le sais pas, fait que je peux pas prétendre qu'absolument oui ou non. Tu sais, je serais pas... Mais dans ça tous reste les que cas, ça reste derrière moi dans mon esprit. Là. Tu sais, peu importe, ce qu'on va faire, ça va aider. T'sais. Ah, ben oui. Fait que Je pense que d'avoir des modèles aussi, tu sais, toi, si t'es un modèle pour différents jeunes, ou, tu sais, c'est l'identification, mais positive, tu sais, sur un changement. Parce que des fois, on sait pas comment faire, mais de voir que quelqu'un le fait, est bien, est heureux, même s'il surconsomme pas, tu sais, ça peut être vraiment un acteur, tu sais, un élément de changement, là, quand même. Tu sais, Ouais, donc, complètement. Ouais. Mais je vous remercie énormément pour cette super conversation sur ce sujet très d'actualité. J'espère qu'on aura éveillé certaines consciences, qu'on aura fait évoluer la réflexion. Puis au plaisir de vous recroiser à un moment de ma vie. Merci de l'invitation. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!